Bonjour à tous, je suis Sébastien Greco, je suis directeur administratif de l'Université de Chicago à Paris. Donc, bienvenue à l'Université de Chicago. Donc, je vais juste vous expliquer rapidement ce que l'Université de Chicago fait à Paris depuis maintenant 16 ans. Et en temps normal, bon, ce trimestre c'est un petit peu perturbé, mais disons en temps normal, nous sommes une filiale, dirais-je, le centre de l'Université de Chicago à Chicago, installé à Paris donc depuis 16 ans, principalement pour nos undergrads qui viennent chaque trimestre, parce que Chicago est en mode trimestre, donc 75 undergrads qui viennent avec leurs professeurs pour suivre des cours qui durent 9 semaines. Les cours sont dans toutes les matières. Ce cours qui aurait lieu normalement à Chicago, qui offre le même crédit qu'à Chicago, mais qui peut être modifié un peu par les professeurs pour profiter évidemment d'être à Paris. Donc, il y a 16 ans, on a commencé par les choses un peu évidentes qu'on pourrait faire à Paris, littérature française, civilisation, comme on a appelé ça Western, European Civ maintenant. Mais depuis que les années ont passé, on s'est mis à faire aussi de l'astronomie, de la neuro, de biologie, des maths. En fait, dès qu'un professeur de Chicago a une idée d'un programme qui pourrait marcher à Paris, il peut le proposer et le faire ici. Donc, c'est des groupes d'étudiants, en tout 75. On essaie de faire 4 à 5 cours par trimestre. Donc, ça peut faire venir entre 9, 15, 20 personnes. On est limité à 25 par cours. Alors, bien sûr, l'intérêt d'être à Paris pour un cours, si on a un prof qui fait des choses évidentes, si on a un prof qui fait un cours d'histoire du Moyen-Âge, il peut faire son cours le matin et on peut prendre un bus et aller à Chartres l'après-midi. Bon, ça, c'est quelque chose que les étudiants ne pourraient pas faire depuis Chicago, bien entendu. Alors, maintenant, évidemment, tout est possible. Les professeurs d'astronomie, ils amènent leurs étudiants ils prennent EasyJet, ils vont à Genève et ils vont à l'accélérateur de particules avec leurs étudiants et ils reviennent, etc., etc. Donc, c'est vraiment pas limité. Nous avons aussi des étudiants qui restent pour toute l'année, pas beaucoup, mais ça existe, qui vont qui vont à l'université française, notamment à Paris, je vais faut appeler Paris Diderot, mais Paris Diderot qui est juste à côté d'ici, en face de chez nous, dans ce beau quartier Paris-Rive-Gauche. Sinon, nous avons aussi quelques doctorants, donc on leur offre des bureaux dans nos locaux. Eux, ils profitent aussi de la proximité de la BNF, c'est très utile pour eux. Donc, ils ont un bureau, ils le gardent pendant 3 mois, 6 mois, 1 an. En général, au bout d'1 an, on est un peu obligé de leur dire qu'il faut commencer à penser à autre chose, mais c'est aussi quelque chose qui est très important pour nous, des doctorants. Il y a un troisième aspect, c'est les colloques, les événements, comme on fait aujourd'hui. Des colloques qu'on organise tout seul, que nos professeurs qui viennent enseigner profitent pour organiser pendant qu'ils sont là, parce que ça leur permet de faire venir leurs collègues français et européens facilement. Ça peut être des colloques qu'on fait avec d'autres partenaires, comme aujourd'hui. Il n'y a aucune limite dans ce qu'on fait. Enfin, et ça c'est très important pour les universités américaines, ça sert aussi cet endroit, ce centre à Paris sert aussi de base pour nos alumni, puisque comme vous le savez, les universités américaines cultivent, comme ils disent beaucoup, leurs alumni pour plus tard ou tout de suite leur demander des dons et leur demander d'aider l'université financièrement, ce qui est quand même quelque chose de très important aux États-Unis, puisqu'on va parler de culture américaine, j'imagine aussi aujourd'hui, les alumni dans les universités américaines, c'est quelque chose de très important. Voilà, je ne vais pas parler plus longtemps, je laisserai bien sûr les organisateurs parler de ce qui va se passer aujourd'hui. Juste donc rappeler qu'on est en Zoom, on est aussi sur YouTube. Donc, ce qui est bien avec YouTube, c'est qu'après, ça reste. Donc, tout ce que vous allez dire aujourd'hui sera sur YouTube pour toujours. Donc, faites attention. Non, je plaisante. Bienvenue, donc encore une fois, bienvenue à l'Université de Chicago et bonne journée. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vais dire juste un petit mot en tant qu'organisateur co-organisateur de la journée et maître d'œuvre du livre. Déjà, je voudrais remercier l'Université de Chicago parce qu'on a commencé par là à organiser cette journée avant de penser livre. Donc, ils nous ont tout de suite accueillis et dans ces lieux qui sont vraiment très agréables pour ce genre de journée. Donc, un grand merci à eux. Remercier
les participants, à la fois les auteurs, parce que sinon il n'y a pas de journée, il n'y a pas de livre. Donc un grand merci à eux d'avoir joué le jeu et de jouer le jeu aujourd'hui. Un grand merci à tous nos modérateurs de table ronde qui sont venus ou qui sont en cours d'arrivée, espérons. Et à mon éditrice chez Vendémiaire, Véronique Salle, qui a réussi avec son équipe à faire en sorte que, malgré des délais qui étaient très courts, le livre ait été disponible plusieurs semaines avant l'élection américaine, ce qui n'était pas évident. Et donc, nous allons pouvoir aujourd'hui, moi je vais m'effacer aujourd'hui au profit des auteurs, parce que c'est vraiment eux qui comptent, nous allons pouvoir mettre en valeur les différentes contributions du livre et leur prolongement dans l'actualité et peut-être un petit peu de prospective. Donc chaque auteur va présenter très brièvement son chapitre et ensuite on laissera plus de place aux échanges entre les auteurs et avec la salle. Voilà. Donc je m'efface tout de suite, je vous souhaite une excellente journée et je passe la parole à Marie-France Chatin et à la première table ronde. Bonjour. Donc une première table ronde consacrée à la puissance, qui est une question évidemment complexe quand on parle des États-Unis aujourd'hui, première puissance militaire mondiale, mais une puissance qui s'est aussi montrée bien fragile la pandémie venue. Alors on entend depuis 4 ans des America First ou Make America Great Again et se pose la question de savoir ce que veulent les États-Unis pour eux-mêmes. Alors, on sent depuis quelque temps une prise de conscience de la part de Washington que la place qui n'est pas occupée par les États-Unis le devient vite par la Chine, particulièrement dans les instances multilatérales. Alors, avec la question de puissance, et je reprends quelques éléments de l'introduction de Laurie Kenton dans cet ouvrage, donc Le rêve américain à l'épreuve de Donald Trump, se pose la question de l'image des États-Unis dans le monde, avec la dialectique puissance versus déclin. Les années Trump sont celles d'une grandeur retrouvée, ou plutôt les années Trump sont-elles celles d'une grandeur retrouvée, conformément aux promesses de campagne et par opposition à une présidence Obama qui était assimilée à la faiblesse et à la dégradation de la puissance américaine, ou au contraire, est-ce que la présidence Trump a amoindri l'influence américaine? Alors, cette question se décline à travers plusieurs analyses, celle de l'évolution de la puissance américaine, autant en matière de soft power que de hard power dans ses alliances internationales. On le verra avec Maud Kessar, mais également dans le domaine plus émergent et de plus en plus présent de la cyberguerre et de la cybervulnérabilité. On est presque étonné à lire l'article de M. Taïa de constater combien finalement les faiblesses des États-Unis en la matière ont été assez prégnantes. Un autre aspect de cette question, ce sont les guerres commerciales entre les États-Unis et l'Europe, mais peut-être surtout entre les États-Unis et la Chine, et la remise en cause du libre-échange dont les États-Unis étaient les principaux défenseurs depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans ces 3 domaines, l'action ou l'inaction de l'administration Trump a-t-elle contribué à renforcer la puissance ou au moins l'image de la puissance des États-Unis dans le monde, ou est-ce qu'elle a au contraire contribué à affaiblir et à isoler le pays? Donc 3 intervenants pour cette première table ronde. À ma droite, Maud Kessar, qui est maître de conférences des universités, directrice du domaine espace Euratlantique à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM. Bonjour. Bonjour. Jean-Baptiste Velu, maître de conférences habilité à diriger des recherches en politique américaine et responsable du master management de projets internationaux à l'université Sorbonne Nouvelle. Et Stéphane Taïa, maître de conférences à l'Institut français de géopolitique à l'université Paris 8 et détaché aux écoles de Saint-Cyr, Couët-Quidan, où il enseigne les relations internationales et les études stratégiques. Et Stéphane Taïa, qui est également chercheur au Centre géopolitique de la datasphère, appelé aussi GEOD. Donc, pour commencer, Maud Kessar, je vous propose d'intervenir et de nous exposer les aspects concernant la politique étrangère américaine. Alors, merci beaucoup Marie-France Chatin. Et si vous me permettez, donc, je vais prendre la parole pour une dizaine de minutes pour rappeler les grandes lignes, les grands axes forts donc, de ce chapitre qui est consacré à la question des alliances, comme cela figure sur le programme, la question des alliances et de l'Amérique isolée.
et je reprendrai peut-être le terme que vous évoquiez de cette crise de la Covid-19 qui frappe particulièrement les États-Unis et qui semble aussi cristalliser un petit peu les crises du multilatéralisme qui sont sans doute significatives de l'ère Trump. Alors, ce qui est particulièrement significatif pour moi, et ce que j'essaie de montrer dans le chapitre, c'est qu'on a une double défiance, la défiance des alliés traditionnels des États-Unis dans l'espace euro-atlantique avec les alliés de l'OTAN, et puis aussi dans l'espace Asie-Pacifique, appelé maintenant Indo-Pacifique, puisqu'il s'agit là du point d'intérêt majeur de la puissance américaine contemporaine. Alors, pour revenir aussi sur ce qu'évoquait Marie-France Chatin en propos introductifs, effectivement, les questions que l'on se pose dans le chapitre que je vous propose tournent autour finalement de cette question un petit peu récurrente quand on parle de l'hégémonie américaine et de la question du fait qu'on soit arrivé à une forme de déclin. Est-ce que Trump est un accident de l'histoire ou est-ce que sa présidence est finalement la chronique d'une mort annoncée? Et puis surtout, est-ce que en 4 ans, au terme donc de ce premier mandat, Trump a-t-il été le fossoyeur finalement de l'ordre international libéral que les États-Unis ont contribué à créer au lendemain de la Seconde Guerre mondiale? Au cours de cette présidence Trump, et si l'on veut en dresser un bilan assez juste, contrasté, je pense qu'il est particulièrement important de rappeler que la puissance et la politique étrangère américaine aussi se construit à plusieurs têtes, et que c'est pour ça que si on veut dresser un petit peu un bilan de ce qui a pu se passer au cours des 4 années de la présidence Trump, il est important aussi de regarder ce qu'ont fait les autres acteurs, le Congrès, le Pentagone ou le département d'État, pour tenter de maintenir, malgré l'exécutif, parfois, les alliances comme un des principaux atouts de la puissance américaine. Donc, premier paradoxe finalement de cette administration Trump dans l'espace transatlantique, l'administration Trump se prive d'un des principaux atouts de sa puissance que représentent les alliances. Les alliances donc traditionnelles comme celle de l'OTAN qui est chère à notre finalement point de vue très européano-centré, mais aussi les alliances dans le domaine, dans l'espace Asie-Pacifique. Vous vous rappelez qu'un des premiers gestes forts de l'administration Trump est de faire exploser littéralement un des piliers du pivot vers l'Asie d'Obama, qui était le Trans-Pacific Partnership, donc un accord de libre-échange multilatéral. À cela se sont ajoutés bien sûr les retraits retentissants de la COP21 pour nous, Européens, mais plus difficilement aussi la remise en cause et le retrait du JCPOA, le traité de Vienne sur le nucléaire iranien, qui a grandement fragilisé la relation entre les pays européens, surtout de l'axe Paris-Berlin et dans une moyenne mesure Londres et Washington. Donc, si dans ce chapitre, on regarde d'abord ce qui se passe dans l'espace euro-atlantique, la défiance, elle a été marquée très vite au niveau de l'axe Paris-Berlin par certainement ces mots qu'a eu Angela Merkel, la première chancelière allemande, au cours de l'année 2017, où elle dit qu'il faut que les Européens, maintenant, avec Trump, arrivent à prendre leur destin en main. Donc finalement, s'il y a un trait caractéristique de l'incidence de la présidence Trump sur la relation transatlantique et le rôle que les Européens essaient de jouer face à cet allié de toujours qui est devenu un petit peu imprévisible et difficile, donc et parfois peut-être peu fiable, eh bien c'est qu'ils doivent réussir à construire leur autonomie. Et c'est ce que je montre aussi dans le chapitre, cette autonomie qui est très difficile à construire et qui est voulu d'une part par Washington dans une certaine mesure, parce qu'on veut que les Européens contribuent davantage aux questions de défense et surtout de manière budgétaire, mais en même temps, on leur reprocherait d'être trop autonomes, ce qui serait une remise en cause finalement du rôle qu'a pu jouer Washington auprès donc des alliés européens jusqu'à présent. Dans cette relation un petit peu difficile, éclatée, on perçoit différents axes qui sont en fait liés aux préoccupations, aux enjeux sécuritaires de chacun donc des partenaires des États-Unis, avec un premier flanc qui est sans doute le flanc Est, celui donc des pays d'Europe de l'Est et du groupe de Visegrad, qui entretiennent au cours de l'administration Trump, premier mandat, donc une relation en fait assez forte et qui sont toujours en demande d'un soutien militaire américain marqué.
C'est le cas aussi des pays donc du nord de l'Europe ou des pays baltes, parce que aussi bien les pays baltes que les pays du flanc Est redoutent la réémergence russe qui est fortement marquée depuis 2014 et qui n'est pas donc un phénomène nouveau de l'administration Trump et que auquel l'administration Trump a continué de répondre, tout comme l'administration Obama l'avait fait, en proposant aux pays européens qui se sentaient menacés par cette réémergence russe, une réassurance. Et cette réassurance a vu la forme à la fois d'un réinvestissement stratégique, un réinvestissement dans les budgétaires auprès donc des alliés de cette zone-là, et puis un renforcement aussi des troupes américaines dans cet espace. Deuxième aussi axe de relation avec les Européens qui deviennent un allié assez protéiforme finalement, que l'administration Trump a beaucoup de mal à cerner, surtout quand il s'agit de l'Union européenne. On se rappelle très bien de ce que Trump a pu dire et des atermoiements qu'il a eus sur le rôle de l'OTAN. Mais sur l'Union européenne, c'est encore plus compliqué parce que aussi bien le président que beaucoup de membres de son administration ont du mal à maîtriser le fonctionnement de l'Union européenne. Et pourtant, au terme de ces 4 années de mandat, on pourra peut-être en discuter aussi avec mon collègue Stéphane Tailla, on se rend compte que les Européens, sur certains sujets, et sans doute sur des sujets cyber aussi, prennent les choses en main, alors que rien ne paraissait moins impossible il y a encore 3 ans, sans doute. Donc, l'administration Trump a eu un petit peu un effet de levier sur cette autonomie stratégique, au moins pour les pays donc, de l'axe Paris-Berlin. Ensuite, bien sûr, j'évoque aussi dans le chapitre la question en fait des enjeux sécuritaires européens plus au sud de l'Europe ou en Méditerranée orientale. Il ne vous a pas échappé qu'au cours de ces dernières semaines, du dernier mois écoulé, la Méditerranée est redevenue un enjeu stratégique fort et un enjeu de sécurité très marqué pour les Européens. Ça l'était bien sûr ces dernières années avec notamment le conflit syrien, mais c'est revenu sur le devant de la scène parce que sans doute que cet espace méditerranéen est un lieu des rivalités de puissance entre la Russie, les États-Unis, la Chine, avec des partenaires européens qui sont parfois dans une situation de pivot ou d'instabilité. Et je pense sans doute, meilleur exemple, à la Turquie, qui est au cœur sans doute des préoccupations européennes. S'agit-il toujours d'un allié de l'OTAN, puisque c'est le cas dans les textes, ou privilégie-t-on un axe donc Ankara-Washington, ou au contraire avec un président Erdogan plus enclin à restaurer un empire perdu? Est-ce qu'on n'a pas affaire là à la construction d'un axe fort qui est Ankara, donc Moscou, Téhéran. Donc on voit que dans ce monde, je vais vous faire un peu le tour du monde, où les enjeux de sécurité sont tous imbriqués les uns aux autres, en fait la question des alliances, elle est cruciale parce que sous Trump, toutes ces alliances sont en mutation. Alors pour les uns, il s'agit d'être résilients, c'est les Européens dont j'ai parlé, sans doute les Européens de l'axe Paris-Berlin. Pour d'autres, c'est savoir vers quel géant pivoter, parce qu'aujourd'hui, les Européens constituent avec l'Union européenne peut-être une potentielle 4e puissance et aussi peut-être aussi une puissance moyenne face aux rivalités qui président entre les États-Unis et la Chine d'une part et les États-Unis et la Russie d'autre part. Donc ce sont toutes ces questions qui sont évoquées dans la première partie du chapitre. Je fais bien sûr mention de l'absence peut-être de ce qui a pu passer sous le radar de l'administration Trump en matière de présence ou de coopération militaire en Afrique. Mais je rappelle, puisque j'ai dit en préambule qu'il faut toujours dresser des bilans contrastés, que cette coopération militaire n'a pas été pour autant entamée. Les acteurs de terrain et le Pentagone est resté proche de ses alliés malgré finalement le déficit de nomination sur le plan diplomatique de l'administration Trump. Donc moins de diplomates en Afrique, mais toujours une coopération militaire resserrée sur les questions de contre-terrorisme et un axe privilégié pour les relations bilatérales en Afrique du Nord, par exemple, ce qui a été particulièrement marqué. Si l'on bascule maintenant ou si l'on pivote de l'autre côté du continent américain, dans un espace qui est aussi assez maritime, qui est celui de l'Indo-Pacifique, on remarquera qu'au terme de l'administration Trump, une des priorités renouvelées a été donnée à l'Asie-Pacifique qui s'étend maintenant jusqu'en Océanie
Et cela a été marqué par la volonté finalement d'une forme de réengagement américain dans cette zone Asie-Pacifique jusqu'en Inde, en essayant de construire une stratégie qui ne soit pas seulement celle du parapluie militaire américain qui est offert aux pays traditionnellement de la zone Asie-Pacifique. Alors, cette stratégie, elle a été énoncée par le vice-président Mike Pence en 2018. Elle a fait l'objet d'un document stratégique en juin 2019 consacré à l'Indo-Pacifique. Et celui-ci est particulièrement marquant et paradoxal parce que d'un côté, Trump avait donc fait exploser le pivot d'Obama, proposé un better deal aux pays de la zone sans pour autant réussir à faire mieux que son prédécesseur. Et pourquoi il n'arrive pas à faire mieux? Parce que ce réengagement qu'il promet lorsqu'il annonce sa stratégie Indo-Pacifique via le discours de son vice-président, en fait, il n'arrive pas à faire mieux parce que il propose finalement de concurrencer le géant chinois sur sa propre sphère d'influence, en proposant aussi un engagement économique et diplomatique dans la zone, mais le géant américain n'y parvient pas. Pourquoi? Parce que sans doute les initiatives sont-elles trop réduites, même si dans ce cadre-là ou dans la volonté finalement d'endiguer la Chine d'une autre manière qu'en utilisant simplement le parapluie militaire, eh bien, les moyens qui sont donnés à cette tentative de privilégier finalement des stratégies d'engagement économique notamment, et je pense que Jean-Baptiste pourra revenir sur ces questions, ces moyens sont limités. Le seul acte majeur ou la loi particulièrement idoine sur ces questions, c'est le Build Act de l'automne 2018 et qui propose finalement à un certain nombre d'investisseurs américains d'être présents auprès des petites et moyennes entreprises de la zone donc Indo-Pacifique. Ceci dit, ça reste quand même une proposition beaucoup moins intéressante que le grand projet du président Xi des Nouvelles Routes de la Soie, qui est particulièrement séduisant. Alors, comme il est question de modèle, de rêve américain, sans doute que j'ai un petit peu j'ai un petit peu peut-être caricaturé en disant que finalement, peut-être que ce que propose le modèle chinois, pour certains, en venant empiéter sur le modèle américain, est une forme de soft power plus efficace ou plus attractif aujourd'hui pour certains pays de la zone Asie-Pacifique que ce que les Américains ont pu proposer. Et finalement, ce que l'administration Trump a pu proposer aux pays de cette zone Asie-Pacifique, qui est devenu le cœur finalement des préoccupations des acteurs internationaux, eh bien, c'est surtout toujours de réviser des traités militaires, de proposer peut-être une formation en cyber quand on est confronté à des menaces ou des attaques plus hybrides venues du géant chinois. Je pense à des petites ou des moyennes puissances comme le Vietnam ou les Philippines, toujours dans cette zone que j'évoque. Alors là aussi, pour les puissances de la zone Asie-Pacifique et même Indo-Pacifique, il a fallu penser à une forme de résilience et de réorganisation des alliances, peut-être sans les États-Unis ou malgré les États-Unis. Alors sur le plan de l'architecture de sécurité, eh bien on a rediscuté la possibilité de ce qu'on appelle le Quad, donc cette alliance entre l'Australie, le Japon, l'Inde. Il a même été question et les États-Unis et il a même été question d'y inclure l'Indonésie, ce qui était un petit peu compliqué. En tous les cas, en dehors du cercle même de la Maison-Blanche et de l'exécutif, toutes ces questions ont été abordées avec les partenaires, et je dirais malgré Trump. Et surtout pour essayer donc de faire face aux inquiétudes des alliés toujours, comme les Japonais par exemple, qui ont pu s'inquiéter particulièrement donc, de ce qui se passait en Corée du Nord, à l'évidence. Bon. Et puis, bien sûr, tout cela a été fait en réaction à une grande puissance dans cette zone-là, qui est la Chine, qui est l'adversaire, le compétiteur stratégique sans doute majeur des États-Unis, à la fois en Asie-Pacifique, mais aussi dans l'espace atlantique dont je parlais tout à l'heure. Et ce qui veut dire que pour contrer cette Chine, il faut pouvoir proposer des alliances autres, pas forcément militaires, parfois économiques, et parfois dans des domaines qui sont un petit peu nouveaux et qu'on voit surgir dans le discours de Joe Biden aussi, quand il parle de compétition technologique, de course à l'intelligence artificielle et donc de ces nouveaux enjeux stratégiques qui sont majeurs et qui ont amené certains acteurs privés de la Silicon Valley notamment à créer de nouveaux jeux d'alliance avec les Japonais ou les Sud-Coréens,
ce qui n'était pas forcément naturel. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, les États-Unis, Donald Trump ont sans doute fait persister des lignes fortes qui étaient déjà présentes sous Obama ou sous Bush, en proposant surtout d'une stratégie de défense augmentée dans la zone Asie-Pacifique, et puis un soutien ponctuel et unilatéral parfois avec les alliés de la zone euro-atlantique. Finalement, donc, je conclurai peut-être sur ce que révèle en fait la crise de la Covid-19 et puis cette perte finalement d'hégémonie américaine que l'on semble observer aussi bien sur la zone euro-atlantique que dans la zone Asie-Pacifique. Je dirais qu'en fait, cette perte d'influence, elle est surtout marquée par le fait que les États-Unis sont concurrencés sur le terrain de leur propre soft power par le géant chinois, comme je le rappelais, en parlant finalement de ces géants de la Silicon Valley qui essaient de s'organiser différemment. Jean-Baptiste Velu sans doute le rappelle aussi dans son chapitre. Un des plus grands dangers pour la puissance américaine, c'est qu'ils sont concurrencés sur ce qui a été un des piliers de la puissance, c'est-à-dire savoir innover technologiquement. Et aujourd'hui, avec le projet du Made in China 2025, les États-Unis ont l'impression que finalement, cet atout-là leur échappe et qu'ils en ont absolument besoin pour continuer à être une puissance qui est capable de générer un vrai soft power et non pas de la vulnérabilité sur le terrain qu'elle maîtrise le mieux. Voilà, je m'arrêterai là. Merci Maud Kessar. Je ne vais pas revenir sur tous les points évoqués. Je pense que dans les questions, on pourra creuser peut-être plus à fond sur certains aspects. Alors, ce qui est évident, si on devait se poser la question de savoir si Trump a changé ou pas le monde, ce qui est vrai aussi, c'est que le monde a changé et change très rapidement, vous l'évoquiez, et en particulier cette Chine qui est devenue une menace globale et non plus seulement une menace régionale. Alors, pour aborder maintenant la Chine sur le plan économique, technologique, avec la question de l'information. Ça nous permet de faire la transition maintenant sur les questions peut-être économiques avec cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, entre les États-Unis et l'Europe. Et peut-être cette question que je vous pose, Jean-Baptiste Velu, qui viendra probablement dans le déroulé de votre intervention, c'est quelle est la part des questions intérieures qui expliquent les choix de Trump ? Très bien. Merci beaucoup. Je vais commencer par remercier les organisateurs et en particulier Laurie pour l'excellent travail réalisé sur cette publication ainsi que toute l'équipe des éditions Vendémiaire. Alors, mon chapitre dans l'ouvrage a visé à analyser le nationalisme économique trumpien que je décline en introduction en 3 piliers. Le premier pilier, c'est une nouvelle forme de protectionnisme qui rejoint à certains égards des figures du conservatisme comme Pat Buchanan ou Ross Perot. Le deuxième point, c'est ce bilatéralisme transactionnel que vous connaissez bien, que c'est l'art de la négociation selon Trump. Et le troisième pilier, c'est son aversion pour l'état de droit, tant sur le plan intérieur et son rapport aux institutions, et que sur le plan international et notamment son rapport au multilatéralisme. 3 axes qui, in fine, convergent vers la personne de Donald Trump et son obsession pour les rapports de force. Et donc le titre de ce panel et puis de la partie de l'ouvrage me semble particulièrement pertinent, cette question de puissance qui est finalement qui est incarnée à la fois dans le rôle de la puissance américaine dans le monde, mais aussi la question de la puissance ou du rapport au pouvoir de Donald Trump, qui, à mon avis, est essentiel pour comprendre ses choix diplomatiques. Donc, je vais me contenter ici de résumer 2 grands axes de mon chapitre. Le premier a trait au bilan diplomatique de ce nationalisme économique et le second concerne les conséquences socio-économiques et ici le lien avec le rêve américain avec un point d'interrogation. Concernant le bilan diplomatique de ce nationalisme économique qui, à mon avis, reste assez lourd ou assez négatif, je vais aborder 4 points. Le premier point,
concerne la dimension conflictuelle donc des relations commerciales entre les États-Unis et leurs partenaires commerciaux. Je dresse ici un tableau des relations avec les 10 principaux partenaires commerciaux des États-Unis, donc selon les données du Census Bureau, et essaie de montrer que finalement il y a eu conflit ou tension avec ces 10 principaux partenaires commerciaux qui représentent près des 2/3 donc des échanges commerciaux entre les États-Unis et le reste du monde. Je ne citerai ici qu'un exemple principal qui, à mon avis, a été assez marquant, c'est les négociations ou renégociations fratricides avec le Canada et le Mexique, partenaires donc, qui représentent à eux deux près d'1/3 des échanges commerciaux des États-Unis. Et finalement, des négociations qui ont été très très dures, et si vous écoutez pour avoir parlé avec des négociateurs canadiens ou des experts de la politique commerciale canadienne, ils vous diront que c'était quelque chose de très difficile à vivre, tant pour les Canadiens que pour les Mexicains, pour finalement aboutir à un accord qui s'inscrit dans le prolongement de l'ALENA et qui, et c'est là le paradoxe ou l'ironie, emprunte surtout en grande partie au traité transpacifique, donc le TPP. Une étude a montré que 72% des articles du TPP figurent dans le USMCA ou l'ASEUM, donc le nouvel ALENA. Le deuxième point qui me semble particulièrement important, c'est le rétrécissement de cette diplomatie commerciale américaine et le passage, ce changement d'échelle d'accords méga-régionaux qui étaient envisagés sous l'administration Obama. Donc, je parlais à l'instant du partenariat transpacifique. On peut évoquer également le projet de traité transatlantique, particulièrement controversé en Europe. Et donc, ce passage d'accords régionaux très, très ambitieux avec une dimension géostratégique très claire, notamment en Asie, et Maud Kessar l'a rappelé tout à l'heure, à un modèle d'accords bilatéraux beaucoup moins ambitieux, sectoriels. Donc, il s'agit ici, on retrouve l'art de la négociation sur le long terme qui consiste à arracher des négociations. Alors, sur le marché des œufs, sur le marché du lait aux Canadiens, sur l'accès au marché des huîtres en Europe, les coquilles Saint-Jacques, des choses finalement très triviales par rapport aux enjeux géostratégiques du TPP ou à l'idée de communauté nord-américaine, même si on sait que c'est un terme très contesté. Voilà, donc on voit ici un passage à une ambition géostratégique assez claire de l'administration Obama à une approche de la diplomatie commerciale finalement très minimaliste. Je pourrais vous citer d'autres exemples de produits spécifiques en Amérique latine, mais je m'arrête ici. Donc, sur le plan géostratégique, c'est à mon avis une erreur indéniable que tous les experts ont souligné. Maud Kessar l'a rappelé tout à l'heure, mais c'est aussi une erreur sur le plan économique dans la mesure où le retrait du TPP prive les Américains de l'accès au marché japonais, au marché vietnamien en essor, qui connaît un essor fulgurant, et puis aussi en termes de confiance, puisque beaucoup de ces partenaires s'étaient engagés pendant des années à négocier avec les États-Unis, qui avaient un petit peu imposé leur modèle d'accord régional, et puis pour se voir finalement trahis par Washington. Et je crois que pour avoir aussi entendu des responsables, des négociateurs commerciaux vietnamiens sur la question, ça a été vraiment un choc ou une douche froide pour les Vietnamiens d'entendre que les États-Unis se retiraient après avoir exigé autant de concessions, notamment sur le droit du travail au Vietnam. Le troisième point donc, de ce bilan diplomatique, c'est bien sûr l'incontournable guerre commerciale menée contre la Chine, sans véritable stratégie cohérente. Alors peut-être que Bob Lighthizer, qui est le représentant en commerce, avait lui une stratégie cohérente, mais il était toujours, bien sûr, je dirais, ces négociations étaient souvent perturbées par les inconstances de Donald Trump et encore une fois son rapport à la puissance.
Et je crois ici, donc j'en parle dans le chapitre, ici j'insisterai simplement sur un point, c'est l'échec de l'accord dit de phase 1 qui a été signé entre la Chine et les États-Unis et qui avait non seulement des objectifs beaucoup moins ambitieux que ce qui avait été annoncé au départ par les États-Unis lorsqu'ils sont partis en guerre commerciale contre la Chine, notamment les questions de politique industrielle, Made in China, 2025, etc. Donc non seulement des objectifs finalement assez limités qui se focalisaient sur le déficit commercial des États-Unis, mais même, je dirais, à cet égard, des résultats finalement bien en dessous des attentes. Alors certes, perturbés par la pandémie, qui a eu un impact bien sûr très négatif sur le commerce international, mais dans tous les secteurs, on observe que les États-Unis n'ont pas atteint leurs objectifs en termes d'exportation vers la Chine. Et je dirais, autre conséquence plus inquiétante, c'est le précédent que cela crée en matière commerciale. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de commercer sous un certain nombre de règles, qu'elles soient régionales ou multilatérales sous l'OMC, mais il s'agit de négocier avec le rapport de puissance. Donc les grandes puissances peuvent imposer en théorie l'achat de marchandises à des pays, donc ici la Chine, mais ça pourrait être demain des pays en voie de développement. Donc les États-Unis utilisent leur puissance économique pour dire importer des produits américains. Donc c'est un précédent qui, à mon avis, entache le système économique international. Et je termine ça m'amène au quatrième point, qui est le sabotage institutionnel opéré par les États-Unis vis-à-vis de l'OMC. Et je cite ici quelques exemples. Et il s'agit aussi de précédents importants, notamment sur les questions de sécurité nationale, l'imposition de tarifs qui est justifiée par la question de la sécurité nationale. La Russie s'est engouffrée dans cette faille et a dit très bien, nous aussi nous allons imposer des tarifs en invoquant la sécurité nationale. Donc encore une fois, des précédents, une paralysie du système de règlement des différends de l'OMC par le blocage des juges qui, là encore, décrédibilise l'OMC et nous amène petit à petit, c'est une question que l'on peut se poser, est-ce que ça nous amène finalement à un retour de la loi de la jungle où seules les puissances économiques compteraient et il n'y aurait plus aucune règle d'ordre multilatéral. Donc là, c'est le quatrième point qui est tout aussi important à mon avis pour comprendre ce bilan diplomatique. Je termine avec quelques éléments sur le bilan socio-économique des guerres commerciales, qui est certes moins dramatique, mais somme toute très négatif. Alors, les études ont montré que ces guerres commerciales, finalement, avaient détruit plus d'emplois qu'elles n'en avaient créé. Une fourchette que l'on peut évoquer, c'est entre 175 000 destructions d'emplois et 300 000 destructions d'emplois. Sur le plan de l'industrie, qui devait finalement faire l'objet de relocalisation, l'industrie américaine a finalement été mise en péril avant la pandémie. Dès 2019, on observe une contraction du secteur industriel suite justement aux difficultés rencontrées par les chaînes de valeur américaines causées par les guerres commerciales avec la Chine. Et puis enfin un secteur agricole sous pression en dépit des plans de renflouement ou de plans d'aide à dimension très électorale, et on le voit récemment, le dernier plan lancé par les États-Unis qui vise à rassurer l'électorat rural aux États-Unis. Donc un bilan socio-économique finalement assez négatif, même s'il faut mettre en perspective ces chiffres. Je rappelle donc dans le chapitre que au début de l'année 2020, les États-Unis créaient 200 000 emplois par mois. Donc, il faut rappeler aussi également que les États-Unis restent une puissance qui est assez autonome et qui est beaucoup moins dépendante du commerce international que tous les pays de l'OCDE. Alors, une dernière mise en perspective, est-ce que ces retombées finalement limitées sur le plan socio-économique vont décourager la classe ouvrière de voter pour Trump? C'est une question qu'on se pose tous à l'approche des élections.
Et je dirais que le bilan des guerres commerciales au sein des swing states, puisque c'est là que ça se joue, est tout aussi douteux. Ici, je vous donne un exemple, l'exemple du Michigan, qui a vu le producteur d'acier Great Lakes Works fermer son usine cette année, une décision qui n'est pas le fait de la pandémie, mais plutôt de l'impact donc de ces guerres commerciales, de ces tarifs douaniers imposés à l'industrie de l'acier qui augmentent les coûts pour les industries américaines, notamment l'industrie automobile, et donc qui ont des répercussions négatives sur l'électorat ouvrier. Donc, est-ce que l'échec du protectionnisme à l'échelle locale convaincra les ouvriers d'abandonner Trump? Je dirais que rien n'est moins sûr parce que, comme vous le savez, en matière de politique commerciale, la politique commerciale n'est pas simplement une affaire de statistiques et de faits, c'est une affaire de symboles. C'est le symbole de la mondialisation, le symbole du déclassement de la classe ouvrière, et du ressentiment nationaliste des délaissés donc de la mondialisation ou de l'économie américaine. Et ça, je crois que Trump l'a bien compris et c'est ce qui continue à en faire un adversaire redoutable qu'il ne faut jamais sous-estimer. Merci Jean-Baptiste Velu pour ces précisions. Et il sera peut-être intéressant d'approfondir la question que vous évoquez dans votre chapitre sur la responsabilité du Congrès. C'est pas Trump seulement, mais le Congrès qui a lui aussi une responsabilité tacite mais lourde, vous le dites, dans le déploiement du nationalisme économique américain. Je passe maintenant la parole à Stéphane Taillat pour aborder la troisième partie de ce chapitre sur la puissance, avec, on l'a bien compris, Maud Kessar le soulignait, la course à l'intelligence économique est un élément très important dans le rapport aujourd'hui entre les États-Unis et la Chine, et pas seulement. Merci beaucoup Marie-France Chatin. Bonjour à tous, je remercie bien sûr les organisateurs. Merci Laurie pour cet ouvrage qui est vraiment très agréable à lire et qui en plus va très bien dans la bibliothèque. Et puis je précise également que ce chapitre a été coécrit avec Frédéric Douzet, donc, qui est professeur des universités à Paris 8 et qui est directrice donc, du centre de recherche Géode, géopolitique de la datasphère, et qui vous prie de bien vouloir lui pardonner son absence. Alors, peut-être deux choses en introduction qui vont aussi faire écho à ce qu'ont dit Maud Kessar et Jean-Baptiste Velu. La première chose, c'est qu'on retrouve aussi dans cette question du rapport au cyberespace aux États-Unis ce double aspect, évidemment, de perception, j'allais dire, du déséquilibre de rapport de force, du changement de rapport de force en défaveur des États-Unis, et cette perception est très très largement partagée, au moins au sein des élites de sécurité nationale, et puis volonté de reprendre l'initiative, voire l'offensive, ce qui fait un peu moins, consensus, mais on verra, qui en tout cas est une opportunité dont se sont saisis des acteurs qui ont joué un rôle essentiel dans ce que je vais dire, c'est-à-dire les bureaucraties du renseignement, les acteurs militaires et globalement tout l'écosystème de la sécurité nationale. Ce qui veut dire, deuxième idée dans cette introduction, que finalement le rôle de Trump dans ces évolutions, il a été indirect. Alors il y a eu sa propension dans ce champ particulier de la sécurité nationale à peut-être laisser une large marge de manœuvre justement à ces acteurs. Vous voyez, un style de leadership qu'on pourrait qualifier de « au diable les détails », qui le qualifie, je pense, assez bien. Mais il y a aussi le fait que d'autres acteurs, justement, on parlait du Congrès tout à l'heure, ont joué aussi, ou ont en tout cas une marge plus importante pour peser sur ces évolutions. On pense notamment au Congrès, à l'époque où John McCain y était, il a joué un rôle essentiel pour pousser les administrations successives à adopter des changements doctrinaux ou à clarifier leur stratégie dans le cyberespace, aussi bien sur les aspects cyberconflictualité d'ailleurs que sur les aspects, on va dire, compétition économique. Et on pense aussi à d'autres aujourd'hui, bien sûr, aux nouveaux élus depuis 2018, notamment de la Chambre des représentants, qui, pour certains, ont poussé un peu en avant aussi cette réforme. Alors, ce rôle indirect de Trump, ça ne veut pas dire qu'il n'a aucun rôle à jouer. Et ici, notre idée est de partir du principe qu'un des pouvoirs finalement importants du président en matière de sécurité nationale, il est informel, c'est sa capacité à articuler les récits en matière de sécurité nationale, les master narratives, qui vont effectivement résonner avec des préoccupations qui vont servir de fenêtre d'opportunité pour tous ces acteurs. Alors, on a voulu montrer trois choses. Premièrement,
le fait que la présidence Trump est un révélateur et un catalyseur d'évolution des représentations sur le rapport des États-Unis et le cyberespace, le type de menaces qui interviennent, la manière d'y répondre. Deuxièmement, que cette présidence Trump a ouvert une fenêtre d'opportunité pour adopter une nouvelle posture, on va dire, une posture beaucoup plus face aux menaces, une posture où, alors qu'elle soit dans le cyberespace ou qu'elle soit justement géopolitique, mais s'exprimant dans le cyberespace, l'adversaire systémique qui est la Chine. Et puis une troisième idée, que malgré tout ça, c'est aussi, ces évolutions sont aussi révélatrices d'énormément de faiblesses, de lacunes, de risques que la pandémie récente n'a fait que mettre en lumière. Finalement, là, c'est un thème récurrent, je pense, qu'on verra sur les questions, évidemment, de la puissance américaine. Alors, premier point, donc, la présidence Trump. Alors, révélateur d'abord d'évolution des représentations. Il faudrait commencer par l'élection même de Donald Trump et les circonstances des élections de 2016. Sans rentrer dans la question de savoir quel rôle ont joué effectivement les différents acteurs russes pour s'ingérer, est-ce que ça a eu un effet? On peut au moins dire une chose, c'est que ça a induit très largement un sentiment de vulnérabilité au sein de la classe politique américaine, des élites américaines en général. Christopher Krebs, qui est le directeur de la Cyber Security and Infrastructure Security Agency, donc une agence du département de la sécurité intérieure qui a été créée en 2018, justement pour faire face aux menaces sur les infrastructures critiques et notamment dans le domaine de la cybersécurité, et expliquait en février 2020 que pour lui, ces élections de 2016 avaient été un moment Spoutnik. Donc de la part de quelqu'un qui joue un rôle quand même central dans l'appareil de sécurité nationale en cyberdéfense, on va dire, c'est quand même assez fort. Catalyseur aussi, parce que finalement, la présidence Trump a vu la convergence, je l'ai dit, d'un certain nombre de logiques et de discours qui résonnent avec justement tous ces discours du président Trump lui-même sur la présidence Obama, sur le carnage américain. Donc, une convergence de logique et de discours autour de l'idée que finalement, il était nécessaire de reprendre l'initiative dans le cyberespace, que les adversaires qui sont maintenant explicitement désignés, Russie, Chine, Iran, Corée du Nord, devaient être contrés à tout prix et même, on va le voir, devancés, que Obama avait fait preuve d'inaction, alors notamment en 2016, que la patience stratégique, ça ne marchait pas, que les États-Unis étaient impuissants à mettre en œuvre des moyens militaires, juridiques, économiques pour justement faire face à des adversaires qui pouvaient utiliser le cyberespace pour justement, sous le seuil, produire finalement des effets stratégiques, c'est-à-dire des petits coups d'épingle qui finissent par affaiblir la puissance américaine ou déséquilibrer le rapport de force, l'idée derrière étant que les États-Unis doivent rester en position de supériorité. Alors, c'est logique, ces représentations précèdent l'élection de Trump sur l'importance de sécuriser les infrastructures critiques, sur le cyberespionnage chinois comme plus grand vol organisé de l'histoire, comme disait le général Chris Alexander, directeur de la NSA, sur, plus important, l'idée que le cyberespace, c'est un nouveau domaine de la guerre, c'est-à-dire qu'on peut y opérer pour faire mal à ses adversaires. Mais l'apport principal de l'administration Trump, c'est une clarification. Finalement, c'est une clarification à partir de 2017-2018. Alors, la clarification générale de la posture de défense américaine, le retour à la compétition entre les grandes puissances. Donc, on sort les gants maintenant, enfin, plus exactement, on les met, les gants. Et puis donc, dans le domaine, un autre aspect qui est beaucoup repris dans le domaine cyber, mais qui est aussi plus largement utilisé, la notion de paix par la force. Cette idée très réganienne, ou en tout cas qui se veut inspirer de Reagan, que la paix est assurée lorsque les États-Unis ont une supériorité écrasante sur leurs potentiels compétiteurs. Et de fait, deux conséquences à notre avis. D'abord, pour les États-Unis, il s'agit de maximiser les atouts que les États-Unis ont dans le cyberespace et un certain nombre de leviers liés à l'interdépendance, et ça vaut aussi évidemment dans le domaine économique, mais je rejoindrai Jean-Baptiste Lelu sur l'idée que ça a exactement les mêmes conséquences, à la fois sur les alliés, sur les adversaires et globalement sur le système international. Et puis la deuxième idée, on voit bien, le cyberespace désormais, c'est plus simplement un nouveau domaine de la guerre, vous voyez, un champ opérationnel, c'est devenu le théâtre et l'enjeu des rivalités géopolitiques, et donc bien sûr à différents niveaux. Ici, ceux qui ont joué un rôle majeur, c'est moins le président Trump, encore une fois, certainement qu'il y a une résonance entre ces discours sur l'état de l'Amérique et sur ce qu'il faudrait faire et les constats faits par d'autres, mais c'est des gens comme le secrétaire à la Défense Jim Mattis
ou dans son court passage comme conseiller à la sécurité nationale de John Bolton, qui a présidé normalement et énormément à ce qui va suivre. Donc, dans ma deuxième partie, c'est-à-dire le fait que nous avons observé sous la présidence Trump une nouvelle posture donc face aux menaces. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors d'abord, une posture préemptive, si on veut faire dans l'argutie juridique, mais qui est plus probablement préventive. Ça nous renvoie à cette distinction en 2002 des guerres préemptives ou préventives. En l'occurrence, plutôt, on va être un petit peu contrasté sur ce bilan-là. Alors cette doctrine, c'est la doctrine du Cyber Command, de Persistent Engagement, ou c'est la doctrine généralement du département de la défense de Defend Forward. Ces doctrines, en fait, valident finalement le recours, notamment par le Cyber Command, à des cyberopérations offensives hors des réseaux américains, en dehors de tout contexte de conflit armé et avec une procédure plus simplifiée, en tout cas, de prise de décision. Donc avec notamment John Bolton à l'époque avait mis fin à l'existence du poste de cybercoordinateur de la Maison-Blanche. Tout le monde avait dit mais c'est une folie, et en fait c'est tout simplement pour dire le processus de prise de décision à la Maison-Blanche sur quand est-ce qu'il faut utiliser des cyberopérations offensives, il est trop compliqué, il y a trop de gens à la manœuvre, donc il faut le simplifier. Deuxième élément dans cette nouvelle posture, c'est une posture beaucoup plus large de l'administration d'imposition des coûts. Voilà, il y a une attaque, on impose des coûts, sanctions financières, mise en accusation par le département de la justice ou par des cours fédérales américaines, dans un contexte plus large de ce qu'on appelle une systématisation des attributions, c'est-à-dire le fait d'imputer publiquement des cyberattaques à un acteur étatique. Voilà, on a aujourd'hui une logique qui fait que ça se répand. Récemment, la ministre des Affaires étrangères norvégienne accusait la Russie donc d'avoir piraté les différents comptes du Parlement norvégien. Donc on voit que c'est quelque chose qui se répand. Mais il n'y a pas que des aspects offensifs, il y a aussi une tentative de réorganiser le dispositif de cyberdéfense qui est complètement éclaté, parce que les infrastructures critiques sous Obama, c'était 16 secteurs qui dépendaient d'agences différentes, sans compter bien sûr l'enchevêtrement entre l'échelon fédéral, les États fédérés, les autorités locales. Donc on a cherché à coordonner avec le fameux CISA, le fameux Cyber Security and Infrastructure Security Agency. Mais on le verra, c'est relativement limité. Pour conclure sur cette deuxième partie, je dirais que ici, le rôle majeur dans ces évolutions, ça a été, les professionnels. Donc les militaires, notamment au sein du Cyber Command, la NSA qui en a profité, alors qu'au départ, elle n'en voyait pas l'opportunité pour essayer de mettre fin à un certain nombre de dissensions internes et d'une crise qui avait commencé en 2013 avec les révélations d'Edward Snowden sur ses programmes de surveillance globale, et puis globalement d'autres acteurs, notamment au sein du département de la sécurité intérieure. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que dans ce secteur particulier de la sécurité nationale, malgré un certain nombre de tentatives de la part de la Maison-Blanche, il y a une relative immunité au phénomène de politisation qu'on va retrouver dans d'autres aspects de la sécurité nationale, plus largement par exemple le rapport entre Trump et les militaires. Alors en troisième partie, ces évolutions révèlent aussi en creux des faiblesses, des vulnérabilités, des risques, des lacunes. Alors, des lacunes, je vais aller assez rapidement. Les acteurs qui sont chargés de coordonner la cyberdéfense aujourd'hui, c'est-à-dire de protéger les infrastructures critiques, c'est comme ça qu'on dit, forment en fait un assemblage qui est extrêmement hétéroclite. Le budget de l'agence du département de la sécurité intérieure est très très loin de celui de la NSA ou même du Cyber Command et globalement du département de la défense sur cet aspect cyber, j'entends. Et dans la perspective des élections, ça crée évidemment un problème avec deux types avec une vulnérabilité globale, même si on essaye de fusionner les différentes agences. On l'a vu aussi, ces vulnérabilités se révèlent lors de la pandémie, puisque la pandémie a accentué avec le télétravail la surface d'attaque possible, et on a vu notamment la multiplication de ce qu'on appelle les rançongiciels. Vous voyez, ces attaques qui consistent à crypter les données de la cible et puis à lui demander effectivement une rançon en échange, mais on voit que même si c'est généralement un acte de criminalité, il y a des hybridations ou en tout cas des combinaisons ou des coopérations avec des acteurs étatiques qui éventuellement peuvent en profiter. La dernière opération du Cyber Command, en tout cas rendue publique la semaine dernière, c'était justement
l'annonce d'une campagne massive pour fermer ce qu'on appelle un botnet, hein, donc un réseau d'ordinateurs zombies servant justement à ces opérations-là. Donc, animés par des criminels, mais en fait, qui vendent leurs services, pourquoi pas même à des acteurs étatiques. Il y a une autre vulnérabilité aussi qui découle de cette incapacité à vraiment bien s'organiser, alors plus exactement à cette architecture qu'on pourrait qualifier de baroque, qui est la cybersécurité fédérale, ne serait-ce que fédérale aux États-Unis, c'est l'impuissance à répondre dans le champ informationnel, les questions de désinformation, les questions de propagande, qui s'expliquent à la fois effectivement par des aspects de la culture politique et des institutions politiques américaines, qui s'expliquent aussi par la très forte polarisation aujourd'hui de la société américaine qui est accentuée par ces manœuvres, mais qui s'explique aussi par une lecture du cyberespace comme champ opérationnel qui reste encore très technique, très techno, hein, il faut protéger du piratage informatique. Et alors du coup, vous voyez les aspects de manœuvres informationnelles, c'est considéré comme un peu trop compliqué, ou en tout cas on ne sait pas comment y répondre. Et puis, également le fait qu'il y a encore aujourd'hui un prisme très militaire ou renseignement pour considérer ces affaires dans le cyberespace. Alors, il y a aussi des risques. Hein, outre les vulnérabilités et les lacunes, il y a des risques. Les risques, c'est cette posture agressive, proactive du Cyber Command qui est susceptible de contribuer à augmenter l'instabilité globale justement de ce qu'on appelle la cyberconflictualité ou les cyberconflits qui sont pas du niveau des conflits armés, qui sont vraiment en temps de paix, on va dire. Mais vous voyez tous ces moyens par lesquels les États, lorsqu'ils sont en tension, en crise, en négociation, vont essayer d'utiliser le cyberespace pour modifier, on va dire, la balance en leur faveur. Et dans un contexte et de polarisation aux États-Unis et de forte interdépendance au sein du cyberespace entre tous les acteurs, c'est évidemment inquiétant, hein, cette augmentation de l'instabilité globale. Bon, ça reste encore bien sûr à évaluer. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de débats aux États-Unis sur ce sujet. Et puis enfin, il y a des faiblesses et qu'on retrouve dans les deux autres interventions, c'est le fait qu'un des atouts des États-Unis, ses alliés, justement, non seulement ne sont pas maximisés, mais même ils sont utilisés de manière sous-optimale, ils sont même voire antagonisés, hein, on va dire. Et donc, sur le plan diplomatique, on voit que c'est assez compliqué parce qu'on voit bien les praticiens, diplomates, acteurs de la cyberdéfense, par exemple militaires ou renseignements, qui continuent à entretenir des liens, à essayer de construire des choses, à essayer de faire converger un certain nombre d'intérêts, mais de l'autre côté, il y a un sous-investissement du niveau politique. Et c'est là que le leadership au diable les détails pose un problème. C'est là qu'une vision, je fais des grands deals globaux, pose problème. Parce qu'effectivement, dans le détail, il y a effectivement besoin d'avoir un investissement politique. Et c'est le cas notamment avec les processus en cours aujourd'hui aux Nations Unies pour définir des normes de comportement responsables dans le cyberespace entre les États. Alors, les États-Unis ont réussi cette fois d'avoir fragmenté, alors ils ne sont peut-être pas les seuls responsables, hein, les Russes et les Chinois aussi, mais d'avoir contribué à fragmenter ce processus. Je conclurai en disant que, vous voyez, on est typiquement dans quelque chose où il y a une vision. Voilà, l'Amérique est en déclin, c'est le carnage, il faut reprendre l'offensive, et une vision qui est relativement partagée. Voilà, quand vous êtes dans le domaine de la cyberdéfense, vous avez vu en 2014 Sony Pictures se faire pirater. Vous avez vu l'Office of Public Management qui a été piraté et des fichiers de 4 millions de fonctionnaires qui sont partis en Chine. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on a fait? Pire, vous avez vu cette interférence complexe de différents acteurs russes dans l'élection américaine et vous dites, mais pourquoi on n'a pu rien faire? Donc il y a une vision qui est assez partagée, mais l'approche qui en découle, c'est très opérationnel. Ça ne devrait pas nous étonner, parce qu'en fait, ce sont les opérationnels qui, globalement, ont été leaders dans cette affaire-là, qui ont profité de cette fenêtre d'opportunité. Le président Trump, pour lui, c'est quelque chose de trop technique, cette histoire-là, au-delà au diable les détails. Et donc, sans cohérence de l'action politique, évidemment, la question, c'est quelle est l'efficacité en termes de puissance? Est-ce que ça réaffirme la puissance américaine dans le cyberespace ou est-ce que ça contribue à montrer à tout le monde que le roi est nu et que, en réalité, c'est un domaine où la contestation des compétiteurs est finalement peut-être plus décisive? Voilà. Merci. Merci Stéphane Taillard.
avant peut-être d'entendre vos questions, je vais peut-être vous proposer à chacun de réagir à ce qui s'est dit et peut-être rebondir sur un point qui vous a semblé particulièrement important, Maud Kessara. Oui, moi je veux bien. Peut-être à rebours d'abord avec Stéphane et ensuite Jean-Baptiste. Merci beaucoup Stéphane pour ton intervention. Ce qui m'a particulièrement... je reviendrai sur le dernier point, sur l'encadrement par la norme et sur ce que je disais sur la possibilité pour l'Union européenne d'agir comme une quatrième puissance, y compris en étant force de proposition pour encadrer l'espace cyber par la norme. Et là, on se rend compte que l'Union européenne, qui est habituellement désunie et qui semble être cet allié éclaté des États-Unis, devient plus unie avec 27 ou 28 pays qui arrivent à se mettre d'accord, ce qui est vraiment un exploit, et en mettant de côté, en renvoyant dos à dos presque les Chinois et les Américains sur ces questions d'encadrement de l'espace cyber par la norme. Donc là, effectivement, après, sur les aspects du manque de coordination des acteurs de la cybersécurité et de la cyberdéfense aux États-Unis, je te rejoins complètement. En même temps, je pense que c'est pas forcément l'apanage de l'architecture de cybersécurité aux États-Unis. En fait, le problème de manque de coordination avec des acteurs, il existait bien avant Trump. Il a été particulièrement marqué parce que l'administration Trump, en plus, a peut-être antagonisé aussi certains acteurs au lieu de les regrouper. Mais malgré tout, moi, je te rejoindrai sur l'idée de découplage peut-être aussi du processus décisionnel, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait certaines décisions qui soient prises en dessous du radar du politique, qui soient laissées aux militaires, par exemple, c'est ce qu'on peut retrouver, on pourrait dresser une comparaison dans le domaine du contre-terrorisme aussi, puisque vous rappelez que Trump a laissé une forme de carte blanche aux militaires américains pour peut-être s'organiser avec les alliés, parce que alors c'est peut-être au diable les détails, mais en tout cas, ça n'est pas. Il a laissé les hommes de l'art faire leur office, notamment sur des territoires aussi vastes que le territoire africain. Sur la question des vulnérabilités, oui, ça c'est sûr, et je pense que cette approche de nouvelle posture, qui est celle du Defense Forward, qui est portée par Nakazone, donc est particulièrement forte. Et elle est peut-être même en contradiction ou en paradoxe avec ce que peut dire Trump en disant qu'il ne veut pas être finalement un président warmonger, un président guerrier qui va être interventionniste nécessairement. Par contre, dans le domaine cyber, le fait de dire qu'on va débrancher l'IRA au début de l'agence Internet russe qui avait censément attaqué ou qui avait procédé à l'ingérence donc en 2016, oui, tout ça fait peut-être partie d'un âge. Alors, je sais que les Européens n'aiment pas ça et vu la position que j'occupe, je ne devrais pas dire ça, mais je vais quand même le dire, tant pis. Je rejoindrai quand même les Américains, puisqu'on est là pour parler d'États-Unis, et je dirais que c'est vrai il semblerait que l'ère Trump, elle ait marqué le passage à l'ère de la cyberdissuasion aussi, au moins la volonté de le revendiquer. Alors si la dissuasion, ça doit s'accompagner d'actes ou d'effets qui vont en fait empêcher l'adversaire de répliquer ou de nuire, alors peut-être qu'on n'est pas dans l'âge de la cyberdissuasion, mais en tout cas, on est dans la publicité de cette dissuasion possible, notamment cyber, puisqu'on voit bien que, et là, l'administration Trump, comme tu l'as bien rappelé, même si elle ne se soucie pas des détails, elle est capable de mettre en avant un narratif pour dire, regardez, nous, on est fort en cyber et on est capable d'attaquer les Russes avant même qu'ils nous attaquent, et nous, on va frapper, par exemple, des infrastructures spécifiques, des réseaux électriques russes, par exemple, comme ça a été le cas en juin 2019. Donc, effectivement, je suis... voilà, c'était plus des remarques et donc une adhésion très forte à ce qui a été présenté par Stéphane Taïa. Merci beaucoup. Est-ce que je donne une question aussi pour Jean-Baptiste ou je te laisse réagir peut-être? Ouais, je vais juste réagir sur un point parce que de toute façon, c'est tout à fait juste. Et c'est vrai que c'est important de bien avoir en tête tous ces éléments-là. Peut-être en disant qu'effectivement, sur le découplage du processus décisionnel, on a effectivement quelque chose, comme tu le disais, qui se retrouve dans d'autres domaines. Je pense que dans le domaine de la cyberdéfense, c'est accentué par le fait que, effectivement, c'est un monde qui en réalité reste, entre guillemets, secret. Ou en tout cas, ceux qui en sont chargés aux États-Unis, je parle de la partie offensive, hein, c'est effectivement le monde secret, c'est le monde de la NSA pour la partie qu'on pourrait appeler espionnage si vous voulez, et puis aujourd'hui c'est effectivement le Cyber Command, et ça a une importance parce que
C'est-à-dire qu'on a aussi des gens qui ont préparé en fait depuis très longtemps ce qu'ils allaient faire pour le jour où on leur dirait finalement on leur demanderait leur avis, le jour où ils auraient l'impression d'être entendus. C'est pas forcément des Trumpistes. Quelqu'un comme Nakasone, il y a eu un très beau papier, c'était mardi dans Wired sur un portrait de Paul Nakasone, donc qui est le général qui commande le Cyber Command. Je rappelle que le Cyber Command a été érigé au mois de mai 2018 comme un des commandements fonctionnels, donc vraiment le plus haut niveau de la hiérarchie militaire opérationnelle. Et effectivement, Nakasone est quelqu'un qui a compris une chose, il faut être discret. D'ailleurs, le titre de l'article, c'est ça, c'est le général qui parle tout doucement, mais qui commande une grosse armée cyber. Donc ça, je suis d'accord, il y a cette particularité. Le contre-terrorisme, c'est plus spectaculaire. Mais il y a aussi plus de risques d'échec. Donc c'est peut-être plus tentant pour le président Trump de dire. Alors, tu vois ce que je veux dire, il y a aussi cet aspect. Voilà. Et puis sur la dissuasion, bah oui, effectivement, je dirais que la dissuasion, c'est un débat depuis très longtemps aux États-Unis. Comment on fait pour décourager des attaques cyber ? Et on voit bien qu'aujourd'hui, ça marche pas. Donc on a réussi à dissuader les attaques, les scénarios catastrophiques de Cyber Pearl Harbor, Cyber 9/11, etc. Mais c'est pas ça que font les adversaires ou ceux qui sont près aux États-Unis dans leur grille de lecture. Donc effectivement, la dissuasion, maintenant, c'est la friction. Voilà, on va gêner. C'est imposer des coûts, après. Et puis, c'est l'encadrement par la norme, mais un encadrement par la norme qui se veut, par l'action. Voilà, je trace des lignes rouges en agissant. Je note quand même que Nakasone et puis son principal conseiller politique, Michael Selmayr, ont publié dans Foreign Affairs un article, je crois que c'était au début du mois de septembre, où quand on lit entre les lignes, on se rend compte que globalement maintenant, cette histoire de on va façonner des normes parce qu'on aura montré à tout le monde ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils peuvent pas faire, ça a l'air d'être complètement abandonné. Aujourd'hui, il s'agit de répondre, de taper, et voilà, parce qu'il y a peut-être l'urgence des élections. Enfin voilà. Alors moi, je me permets parce que c'est en page 236 de votre article, la question des inculpations et est-ce qu'elles jouent un rôle de ces inculpations comme riposte finalement aux cyberattaques subies par les États-Unis ou leurs alliés? Alors c'est un débat et surtout aujourd'hui, c'est pas simplement un débat politique puisqu'on voit bien qu'on peut très bien inculper ou émettre des sanctions parce que ça permet d'avoir une alternative à ne rien faire en fait. Mais c'est un débat académique. Je pense que c'est assez mitigé. On voit que dans certains cas, ça fonctionne parce que, à minima, c'est suffisamment personnalisé pour que ça mette hors service des gens qui sont assez efficaces. Et donc, il y a un certain temps pour que leur organisation, le ministère de la Sécurité d'État en Chine, par exemple, ou le GRU en Russie, remettent les choses en place. Maintenant, pendant très longtemps, on a dit oui, mais ces gens-là, c'est bien beau de les inculper. En 2014, la première inculpation, c'est le FBI qui montre les 5 portraits de 5 officiers de l'armée populaire de libération avec Wanted. Enfin voilà, on est vraiment typiquement dans le FBI. Et puis tout le monde a dit oui, mais ça sert à rien, ils seront jamais derrière les barreaux. Aujourd'hui, les États-Unis arrivent à mettre des gens derrière les barreaux grâce justement à cette coordination que j'évoquais tout à l'heure entre les professionnels ou les acteurs. Il y a déjà au moins un Chinois et un Russe qui se sont fait choper de cette manière-là, si je peux me permettre. Voilà. Alors, moi, j'aurais 2 volets de questions pour mon cher collègue Jean-Baptiste Velu à ma droite. Alors, d'abord, sur ce que tu as évoqué, sur la persistance d'un conservatisme et d'un nationalisme donc économique, qui s'inscrirait peut-être aussi plus largement dans quelque chose qu'on pourrait voir de manière prospective, donc après l'élection, avec toujours un congrès peut-être un peu conservateur et nationaliste. Est-ce que, d'après toi, on pourra avoir une politique étrangère toujours nationaliste et conservatrice sur le volet économique et donc ne pas s'attendre, notamment pour, alors je reviens à mes sujets, les alliés, par exemple, canadiens ou européens, qui se dira, avec une alternance partisane, on va peut-être avoir un allègement une plus grande souplesse sur les tarifs douaniers. Voilà. Alors ça, c'est peut-être une question un peu proche de peut-être ce que peuvent penser les citoyens des pays alliés ou les partenaires économiques, canadiens ou européens. Et puis alors, ce qui m'a intéressé aussi, c'est quand tu rappelles aussi qu'il y a certains pays qui ont été totalement rincés du retrait des États-Unis dans les accords de libre-échange et puis de la façon dont c'est géré par l'administration Trump, comme le Vietnam. Donc, je pensais à Vietnam et ASEAN et je me demandais quelle est ta perception en fait de la gestion de l'ASEAN par Pompeo et Trump pendant cette mandature. Voilà. Et après, j'avais plein d'autres petites choses, mais je vais me censurer. J'ai beaucoup aimé le Michigan. Très bien.
Alors, quelques points donc, en réponse aux éléments de Maud, et puis une remarque qui essaie de faire le lien entre nos trois communications. Sur la persistance du nationalisme, il me semble que c'est l'un des héritages de la présidence Trump, indépendamment donc, des résultats des élections. C'est justement cette normalisation du nationalisme économique. À mon avis, on le voit déjà dans le programme de Joe Biden avec des choses, une politique donc d'achat public, donc sur des thèmes très proches de Buy America que Trump a défendu pendant 4 ans. Sur les relations avec la Chine, parce que finalement, on l'a vu lors des élections primaires des démocrates, tout le monde était sur la défensive sur ces questions. Est-ce que vous allez démanteler les tarifs douaniers, les sanctions à l'égard de la Chine, ou comment vous allez faire? Donc, chacun avait une réponse un petit peu évasive, qui voulait montrer quand même de la fermeté. Donc ça, à mon avis, cette nouvelle guerre froide qu'on évoque souvent avec la Chine est là pour durer. Et puis, au-delà des États-Unis, donc c'est vrai que ça a laissé des traces. Je commence avec la Chine. Moi, j'ai participé il y a 2 ans à la journée sur la politique commerciale organisée par la Commission européenne. Et ce qui m'a frappé, si vous voulez, c'était comment on évitait le sujet Trump, mais par contre, la Chine était un sujet récurrent où l'UE voulait montrer qu'elle serait elle aussi très ferme avec la Chine. Et donc, il me semblait qu'il y avait un éléphant dans la pièce dont on ne parlait pas. Et finalement, que le discours de Trump avait normalisé ces relations conflictuelles avec la Chine. Autre point de cette normalisation, c'est le nationalisme économique, les préférences nationales en matière économique. On le voit, l'UE a durci aussi le ton en nommant quelqu'un pour l'application donc, des traités commerciaux, Denis Redonné. On le voit en France aussi, avec un discours plus affirmé. On le voit au Canada, au Québec aussi, qui a une politique de relocalisation. Donc, il me semble qu'il y a eu ces idées, maintenant, on le voit en poupe. Et finalement, avec peu de recul, on intègre ces nouvelles normes finalement comme si hier c'était tabou et aujourd'hui finalement il n'y a pas de problème, avec un manque de réflexion à mon avis sur les implications que ça veut dire dans une économie, que ça implique en termes de dans une économie mondialisée où les chaînes de valeur sont très fragmentées. Donc oui, peut-être qu'on peut relocaliser, mais ça veut dire aussi un bouleversement des normes de production qui ne sera pas à l'avantage de tout le monde. Sur la question de la gestion de l'ASEAN, je crois qu'il y a aussi une mise en concurrence donc, de ces 3 puissances. Je pense que le retrait donc, du TPP par les États-Unis et finalement cette approche un petit peu minimaliste des accords commerciaux, elle se fait à l'avantage de la Chine, de l'UE qui multiplie les accords. Alors même si on voit les accords régionaux, ça reste très controversé, notamment avec le Mercosur, mais l'UE a quand même lancé une offensive tous azimuts d'accords commerciaux, que ce soit en Afrique, en Asie notamment, et en Amérique latine. Et puis, 3e point que je voulais donc aborder pour essayer de faire le lien entre nos 3 communications, ce qui me semble intéressant, c'est la question des freins et des contre-pouvoirs qui s'est posée pendant 4 ans, et notamment, je me rappelle, en 2016, on parlait beaucoup, 2017, est-ce qu'on va réussir à contenir Trump? Est-ce qu'il va changer, se mettre dans le moule? Et à mon avis, en fonction des 3 domaines qu'on a étudiés, la question des freins se pose. Il y a 3 éléments qu'on peut évoquer. Il y a la question de la visibilité, et je crois que le domaine de la cybersécurité le montre bien. Certains domaines sont moins visibles, et donc finalement Trump va moins participer, et donc il y a peut-être plus de marge de manœuvre pour les fonctionnaires ou les militaires, ou le fameux deep state dans le sens positif, avec les diplomates. Donc, au sens positif, je veux dire, c'est-à-dire le maintien de la diplomatie en dehors de la politique
spectaculaire ou théâtrale. Le deuxième facteur, c'est cette politisation, le degré de politisation de ces acteurs. Ce n'est pas la visibilité, mais la politisation, qui finalement, cette politisation, cette polarisation, se répand aux États-Unis dans tous les domaines. Et c'est un développement qui est très très inquiétant parce qu'on voit au département de justice les auditions de la Cour suprême où finalement. Et puis les déclarations de Lindsey Graham en disant bon ben voilà, on a nommé quelqu'un, donc maintenant vous pouvez continuer à donner à notre parti parce que je suis en difficulté en Caroline du Sud. Enfin, ça devient, mais il n'y a plus de limite. Et donc cette politisation sans frein, à mon avis, joue sur ces questions des freins et contre-pouvoirs. Et Trump a clairement contribué à s'est attaqué à tous ces freins et contre-pouvoirs et à générer cette politisation qui aujourd'hui se répand dans tous les secteurs. Et puis, la troisième question que cela pose, c'est la responsabilité, et on parlait tout à l'heure du Congrès, quelle est la responsabilité du Congrès ? C'est la fameuse question, Trump est-il un catalyseur ou un symptôme ? Et sur énormément de domaines, on se rend compte que c'est un symptôme, c'est quelqu'un finalement qui est bien sûr très radical dans ses perspectives, mais le Parti républicain joue un rôle, porte une très lourde responsabilité sur cette dérive, je dirais, autocratique de l'Amérique. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Velu. Il nous reste un quart d'heure. Je vous propose d'ouvrir les questions. Monsieur. Oui, moi j'aurais plutôt une interrogation à poser aux trois orateurs. On peut estimer qu'avant Trump, plus ou moins, il y avait un équilibre entre les institutions, que ce soit le Congrès, la présidence, la justice, plus ou moins. Avec Trump, on voit que c'est un président hyperactif, ok, il est partout, à l'extérieur comme à l'intérieur. Vous avez cité les cas l'Iran, le mur de Mexique, etc., etc. On veut savoir comment vous qualifiez cette situation. Alors, est-ce qu'on prend deux, trois questions peut-être de façon à concentrer les choses et à éviter trop d'aller venus Madame et... Oui, une question sur la cyberdéfense. Quelle est la synergie entre le ministère de la Défense, les grandes universités qui ont des unités de recherche remarquables et ceux qui fabriquent les pièces comme Apple, etc., qui ont eux aussi des pôles de recherche qu'ils appellent sous-marins parce qu'ils ne peuvent pas en parler et que pour eux, c'est un secret défense. Quelle synergie entre les universités et les GAFA finalement? Moi, j'avais une question sur donc, le constat du retrait des États-Unis sur tous les terrains internationaux, et on peut peut-être dire aussi que le Haut-Karabakh est une conséquence, déclinaison de tout ce qui s'est passé, le retrait du JCPOA, le retrait du nord de la Syrie, le fait que l'Amérique n'a pas été très active face à la Turquie tout l'été, avec les opérations de recherche en Méditerranée. Alors, face à tous ces constats, est-ce qu'il y a quand même une réflexion sur un réengagement sur les terrains internationaux, même au sein du Parti républicain? Et j'aurais une question plus économique. Quitte à la clause du nouvel ALENA qui impose donc aux trois, surtout au Canada et au Mexique, de prévenir les États-Unis en cas de négociation avec la Chine, je voulais savoir à quel point justement le Canada et le Mexique étaient liés, à quel point ils avaient leur marge de manœuvre était réduite en raison de cette clause. Ça fait 4 questions. Je vous propose de commencer à y répondre. Je ne sais pas qui souhaite démarrer. Peut-être la cyberdéfense et les synergies entre les universités et les GAFA. Ah oui, je vais aussi donner ma réponse à votre question sur comment qualifier, et puis effectivement, je parlerai de la synergie. Peut-être qu'une manière de le voir, c'est de se dire, finalement, l'institution présidentielle est une institution dont le principal pouvoir, en tout cas,
dont la puissance réside sur sa capacité à persuader les autres acteurs de suivre ses préférences. C'est la thèse classique de Richard Neustein sur les pouvoirs présidentiels. La différence, c'est qu'effectivement, en matière de politique étrangère, non seulement il y a moins de freins et de contre-pouvoirs, mais j'allais dire, il y a aussi toute une architecture qui a été mise en place depuis 1947, plus que 45 d'ailleurs, et qui a permis de centraliser plus ou moins les pouvoirs. Je dirais qu'avec Trump, on a quelqu'un dont, à mon avis, le comportement devrait produire des choses dysfonctionnelles, et pourtant, ou en tout cas devrait contribuer à davantage affaiblir la position présidentielle. Et pourtant, comme on est, en tout cas au moins sur cet aspect politique étrangère, et notamment sur les aspects qui sont très facilement visibles ou qui peuvent être intégrés dans la politique partisane, c'est la manière dont il gère les choses, la manière dont il a compris intuitivement, on va dire, que le pouvoir du président, c'est finalement de se montrer partout et d'être celui qui articule les master narratives, ce que je disais tout à l'heure. Ça lui permet, à mon avis, de contrebalancer. Donc, je dirais qu'il y a les deux aspects. Il y a à la fois un président dont, normalement, tous ces aspects dysfonctionnels devraient conduire à un affaiblissement. Et puis, de l'autre côté, un président qui parvient, sur la politique étrangère et puis sur tous les sujets qu'il arrive à faire, à mettre entre les deux, au fond, aujourd'hui, les distinctions entre politique et politique intérieure et politique étrangère, quand on est les États-Unis, c'est quand même pas toujours évident. À mon avis, ce sont des éléments sur lesquels il arrive dont il arrive à tirer profit. Mais bon, c'est une idée et c'est une hypothèse. Je pensais notamment au dernier ouvrage de Daniel Drezner qui s'appelle The Toddler in Chief sur le leadership mature. Je vous recommande. Il a écrit un article aussi sur le sujet, The Toddler in Chief. Daniel Drezner, depuis le début de la présidence Trump, publie toute une série de tweets qu'il a appelé justement le toddler in chief, dans lequel il dit je croirais que Trump a mûri dans sa présidence quand ses conseillers arrêteront de le traiter comme un toddler, justement. Et il en est au 2 millième tweet ou un truc comme ça. Bref. Et à chaque fois, il s'appuie sur des déclarations dans la presse. Sur l'aspect synergie, alors ça va peut-être être étonnant, mais là, vous avez cité effectivement les trois acteurs. Et je dirais qu'entre ces trois acteurs, donc le département de la Défense prioritairement, les centres de recherche universitaires et puis les GAFAM ou la Silicon Valley, peu importe, je dirais qu'on a des relations bilatérales, mais qu'il n'y a pas vraiment un triangle. En tout cas, il n'y a pas justement de synergie dans le triangle. Juste un point, parce que c'est une question qui reste encore d'abord, premièrement, c'est en train de changer. C'est-à-dire qu'on voit que le département de la Défense, notamment la NSA et le Cyber Command, essayent essaye de davantage de financer ou d'encourager des initiatives dans les universités. Les liens avec les GAFAM sont extrêmement compliqués et ils sont devenus de plus en plus compliqués depuis 2013, donc depuis les révélations de Snowden. Parce que évidemment on peut accuser les GAFAM d'avoir cédé aux pressions de la NSA, etc., mais c'est pas totalement ça qui s'est passé. C'est-à-dire qu'une partie de ce qu'a fait la NSA s'est fait aussi sans que effectivement les GAFAM, notamment par exemple on pense à Google, aient été entièrement informés de tout. Donc il y a une méfiance en tout cas il y a une relation complexe entre les GAFAM et on va dire le département de la Défense ou le gouvernement fédéral. On voit bien, du coup d'ailleurs, ça se manifeste aujourd'hui dans un domaine qui est celui du partage de l'information. Pendant très longtemps, la logique ça a été de dire il faut que les entreprises et notamment les GAFAM nous fassent remonter les informations pour que nous, on soit plus efficaces. Et on voit aujourd'hui qu'ils cherchent à faire l'inverse. Donc la NSA, par exemple, agence très secrète, a créé l'année dernière une division cyber security. Ça peut nous surprendre. Oui, mais c'est-à-dire qu'ils ont quand même été dans l'offensive pendant très longtemps, donc ils ont fini par comprendre qu'il fallait. Cette division cyber security, c'est profiter de ce que la NSA sait pour le communiquer aux entreprises. Le Cyber Command utilise aussi une plateforme qui s'appelle VirusTotal, qui est une plateforme sur laquelle vous pouvez mettre en ligne des malwares avec toute une série de recommandations techniques, mais aussi organisationnelles, destinées aux acteurs privés et notamment aux GAFAM. Il n'empêche qu'on retrouve quand même cette relation un petit peu tendue, parce que beaucoup d'entreprises disent oui, mais la NSA ne nous donne pas assez d'informations ou c'est pas utilisable en l'état. Le Cyber Command, c'est bien beau, mais on a l'impression que ça leur sert surtout à attribuer des choses en disant, voyez, on disait que c'était les Russes, on vous disait que c'était les Chinois ou les Iraniens ou les Nord-Coréens, on vous le montre. Et donc, je pense que dans ce triangle,
Entre le DoD et les universités, ça fonctionne. Entre les universités et les entreprises, ça fonctionne. En revanche, entre le DoD et les entreprises, notamment les GAFAM, on est dans un truc qui pour l'instant, ne fonctionne pas. Peut-être pour la raison que, en réalité, la logique de l'écosystème, on va dire aux États-Unis, numérique aux États-Unis, ça a été justement de le laisser faire et l'appui complet et même l'externalisation complète au secteur privé. Et qu'aujourd'hui, ce gouvernement fédéral, en fait, n'a plus la confiance des acteurs de la Silicon Valley, très, très clairement. Et puis ça ne va pas s'arranger avec l'affaire, le Congrès qui veut forcer Jack Dorsey, le PDG de Twitter, à venir s'expliquer devant les commissions parce qu'il a fait supprimer les tweets de Trump. Pour une fois, c'était pas Trump. Pour une fois, c'était... Oui, pardon, lapsus. Pas les tweets de Trump, mais les tweets qui relayaient cette histoire de email de Hunter Biden qui, soi-disant, montrait plein de choses qui ressemblent beaucoup à l'opération de 2016. Enfin bref, donc, Twitter a certainement eu raison, mais on voit bien tout le côté politisation et politique partisane qu'il y a. Voilà. Merci. Maud Kessar, vous voulez peut-être revenir sur la question des équilibres entre Trump et les institutions, et puis aborder la question sur la réflexion sur un possible ou pas réengagement des États-Unis à l'étranger. Oui, alors sur l'équilibre des pouvoirs aussi en politique étrangère, moi je donnerai des exemples et je nuancerai un petit peu l'idée d'un hyper-président sur les questions aussi de défense. Alors, premier exemple, l'OTAN, assez flagrant. On a pu voir que malgré les atermoiements du président, il y avait eu un tollé au Congrès bipartisan, disant que ce serait une grave erreur stratégique si les États-Unis se retiraient de l'OTAN ou l'amenaient à se réinventer sans les États-Unis. Deuxième peut-être acteur, le département d'État dont il n'a pas été trop question et qui semble un acteur devenu un peu en dessous du radar, un peu moins visible, avec pourtant un ambassadeur en chef quand même particulièrement efficace qui est Mike Pompeo. Je vous rappelle que c'est quand même celui qui est resté le plus longtemps, puisqu'on fait un bilan, dans l'administration Trump et qui, par exemple, sur les théâtres méditerranéens est particulièrement actif. Comme ça va me faire une transition avec Turquie et repenser les réengagements américains. Donc, il y a des acteurs qui sont efficaces, qui agissent sous le radar de Trump et pas forcément toujours dans sa ligne directe ou dans celle que l'on peut voir en surface, je dirais. Alors, pour passer à Pompeo, à ce qui se passe sur la question de l'impossible désengagement au Moyen-Orient, conservateurs et démocrates vont dans le même sens avec un certain nombre de nuances sur la nécessité pour les États-Unis de repenser les formes d'engagement au Moyen-Orient. Repenser les formes d'engagement, ça veut dire pour les démocrates faire plus d'engagement diplomatique, mais on sait bien que pour les Américains, faire plus d'engagement diplomatique, ça ne marche pas si on n'a pas la force militaire derrière. Donc là, ce qui est à l'œuvre, c'est comment on va essayer de réallouer les ressources dans cette zone-là, en faisant peut-être moins d'armées de terre, un peu plus donc en se concentrant aussi sans doute plutôt sur la Navy, puisque je le rappelais tout à l'heure en parlant de la Méditerranée, c'est dans cette zone-là que les compétitions de puissance sont importantes, et c'est dans cette zone-là que Mike Pompeo, jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce que peut-être il quitte ses fonctions, eh bien c'est là qu'il est en train d'agir. Il a été très actif tout le mois de septembre dernier, où il était à Chypre pour peut-être négocier la possibilité de mettre en place une base navale, puisqu'en Turquie, ça semble plus compliqué aujourd'hui, les Turcs étant moins accueillants dans cette zone-là. Quant aux démocrates, ils pensent à revenir à une forme de réalisme mesuré ou prudent au Moyen-Orient, et on le comprend, donc à un équilibre un peu plus marqué des puissances. On pense bien sûr à l'Arabie Saoudite et à l'Iran. Voilà, donc je m'arrête là. Moi, j'aurais juste dit, pour nuancer un tout petit peu la relation aux GAFAM, qu'elle est devenue très compliquée sous Trump entre le département d'État et les GAFAM, mais c'est aussi à cause de la politisation, et que je pense que si on avait une alternative partisane, peut-être qu'un certain nombre de relations entre le département d'État et les GAFAM, notamment à visée commerciale, seraient peut-être un petit peu atténuées, puisqu'on avait des délégations technologiques sous Hillary Clinton qui marchaient plutôt bien. Donc, on avait un contre-exemple total d'une coopération entre un acteur institutionnel et les GAFAM qui fonctionnait plutôt pas mal avec l'administration précédente. Alors pour vous, peut-être, Jean-Baptiste Velu, la question de la marge de manœuvre du Canada et du Mexique vis-à-vis des États-Unis dans le cadre de ce qui a été appelé un temps l'ALENA.
Oui, alors cette clause donc, à laquelle vous faites référence interdit les partenaires nord-américains de négocier, alors je ne sais plus exactement comment c'est formulé, mais avec, en gros avec la Chine, mais c'est pas formulé d'une manière aussi explicite. Je crois que cette clause étant, je dirais, une telle bizarrerie d'un point de vue juridique et d'un point de vue commercial, que ses conséquences dépendront vraiment des résultats de l'élection. Je pense qu'une administration Biden n'irait pas reprocher, à mon avis, au Canada de conclure l'accord avec la Chine qu'ils avaient essayé d'engager. Ni le Mexique, en revanche, si Trump était réélu, il est clair que les Canadiens, je pense, se tiendraient à carreau, malgré, je dirais, les tentatives de l'administration Trudeau, d'amadouer Trump. Et c'est là où on voit, sur le plan diplomatique, tant pour les Canadiens que pour les Français, à quel point il est difficile de se faire un allié de l'administration Trump, parce que Trudeau a eu une offensive finalement assez intelligente, où il a essayé donc de se faire des alliés aux États-Unis. Alors, ça a peut-être été perçu comme un affront par l'administration Trump, qui a eu l'impression d'être court-circuité, mais il y avait quand même une réelle volonté de travailler, de se dire, bon, voilà, on fait abstraction du personnage et on va quand même renégocier un accord voilà, avec nos principaux partenaires commerciaux, et on voit que ça n'a pas du tout été le cas, et que donc, dans le cas d'une réélection, il me semble que les Canadiens pourraient difficilement aller vers la Chine et négocier un accord. Merci. Je crois que malheureusement, il n'y a pas de temps pour d'autres questions. En tout cas, il me semble qu'on a abordé beaucoup d'aspects de cette question concernant la puissance des États-Unis aujourd'hui. Je crois qu'on peut remercier Maud Kessar, Jean-Baptiste Velu et Stéphane Taillat pour leurs éclairages chacun sur des domaines assez différents, mais somme toute très, très complémentaires. Merci beaucoup. Merci.